Montre-moi comment tu as utilisé ta fiducie de 3 000 € après 25 ans, a dit mon grand-père à ma table d'anniversaire. J'ai juste murmuré, je n'en ai jamais eu. Alors son avocat a posé les relevés. Et mes parents se sont presque effondrés. Mon grand-père a levé son verre lors de mon dîner de 28 ans et a prononcé une phrase qui a fendu la pièce en deux. Léonie, montre-moi comment tu as utilisé ta fiducie de 3 millions d'euros après 25 ans. Le cliquetis découvert sur la porcelaine s'est arrêté. Le murmure des autres convives dans le restaurant chic de Saint-Germain-en-Laye semblait s'être évanoui. J'étais assise là, dans ma meilleure robe, une robe que j'avais achetée d'occasion sur Vinted, me sentant comme une usurpatrice. En face de moi, ma mère, Bérénice, rayonnait, son collier de perles captant la lumière tamisée. Mon père, Hervé, ajustait nerveusement sa cravate. Et ma sœur, Agathe, 23 ans, souriait à son téléphone, probablement en train de poster une photo de son dessert à 20 €. Ma mère venait de passer 10 minutes à décrire à quel point Agathe était douée dans son école d'art privé. Elle a un tel œil, n'est-ce pas, chérie, avait-elle dit à mon père, qui avait hoché la tête avec conviction. Et toi, Léonie, avait-elle ajouté en se tournant vers moi, un sourire indulgent aux lèvres, toujours aussi sérieuse. Rouen ne doit pas être très amusant. Tu as l'air si fatiguée, ma pauvre chérie. J'allais répondre, dire que j'étais fatiguée parce que je travaillais 60 heures par semaine pour payer mon loyer, mais c'est à ce moment-là que mon grand-père a parlé. Armand. Le père de ma mère. Un homme que je voyais peu, un homme au regard perçant que Bérénice semblait toujours s'arranger pour tenir à l'écart des réunions de famille. Ta fiducie de 3 millions d'euros. Agathe a gloussé. Papy, tu as trop bu. 3 millions? Léonie? Elle n'a même pas de voiture décente. Le visage de ma mère s'est figé. Son sourire s'est pétrifié. Mon père a renversé un peu de son vin rouge sur la nappe immaculée. Le sang a quitté mon visage. Mes oreilles bourdonnaient. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, ma gorge soudainement sèche comme du coton. De quoi tu parles? Je n'ai pas de fiducie. Le sourire d'Armand s'est effacé, remplacé par une expression d'une gravité terrifiante. C'est là qu'un autre homme, que je n'avais pas remarqué, s'est levé de sa chaise dans un coin de la salle privée. Il était en costume sombre. Il s'est approché de la table et a posé une pile épaisse de documents, reliés en bleu, juste à côté de mon assiette. Le bruit sourd a résonné dans le silence de mort. Alors, a dit mon grand-père, sa voix n'étant plus celle d'un vieil homme bienveillant, mais celle d'un juge. Nous avons un problème. À cet instant, avant que quiconque n'ajoute un mot, j'ai regardé mes parents. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la confusion. Pas de la colère. De la peur. Une peur pure, abjecte. C'est l'histoire de la façon dont j'ai découvert que ma vie entière était un mensonge. Un mensonge méticuleusement construit par les deux personnes au monde qui étaient censées me protéger. Avant de plonger dans les détails de cette trahison, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-le moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager, et je me sens moins seule en sachant que vous êtes là. Mon nom est Léonie, et pendant 28 ans, j'ai été la fille silencieuse. Celle qui ne dérangeait pas. Celle qui ne coûtait rien. Dans ma famille, l'équilibre était tout. Et l'équilibre signifiait qu'Agathe obtenait tout ce qu'elle voulait, et que moi, j'obtenais des compliments sur ma résilience. Ce soir-là, en rentrant seule à Rouen dans le dernier train, le dossier bleu posé sur mes genoux comme une bombe à retardement, je ne comprenais toujours pas. Je pensais que c'était une erreur, une blague cruelle. Je ne savais pas encore que ce dossier contenait la preuve, non seulement d'un vol financier, mais d'une trahison émotionnelle si profonde qu'elle allait redéfinir toute mon existence. Je ne savais pas que le silence de mes parents dans le restaurant n'était pas de l'incompréhension. C'était de la panique. Ils venaient de se faire prendre. Je suis arrivée à mon studio de Rouen vers 1 h du matin. Le train avait été lent, ou peut-être était-ce le temps qui s'était distendu. J'ai monté les 5 étages sans ascenseur, mes jambes flageolant. J'ai ouvert la porte de mon 25 mètres carrés mansardé. L'ampoule du couloir clignotait.
Il y avait une pile de manuscrits à corriger sur mon bureau, et une tasse de café froid de la veille. C'était chez moi. Mon sanctuaire. Le seul endroit au monde où je n'avais pas l'impression de déranger. Cette nuit-là, cet endroit me semblait misérable. Je me suis assise sur mon lit convertible, le dossier bleu toujours serré contre moi. Je ne l'ai pas ouvert. J'avais peur de ce que j'allais y trouver. Peur de confirmer ce que mon instinct me hurlait. Le lendemain matin, mon amie Manon est passée avant de prendre son service à la pharmacie. Manon, c'est mon opposé. Elle est franche, stable, ancrée dans la réalité. Elle m'a trouvée au même endroit, dans les mêmes vêtements que la veille, fixant le mur. Eh bien, dit-elle en posant un croissant sur la table. Cette robe de Vinted a fait son effet? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je n'ai pas pu parler. Je lui ai juste tendu le dossier. Elle a froncé les sourcils, s'est assise et a commencé à lire la première page, une lettre de maître Valois adressée à mon grand-père. Je l'ai regardée pâlir. Léonie. Elle a murmuré. 3 millions. C'est une blague? Et c'est là que j'ai craqué. Mais je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de rage. Une rage que je ne m'autorisais jamais. Ils abusent, Léo, a dit Manon, sa voix dure. Je te le dis depuis des années. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'ils te laissent échiner comme ça pendant qu'Agathe se la coule douce à Paris. Ils te traitent comme une domestique. Non, ai-je protesté, par réflexe. Les mots de ma mère sortaient de ma propre bouche. Tu ne comprends pas, Manon. Maman a raison. Je dois être indépendante. Ça forge le caractère. C'est important. Et Agathe, elle est différente. Elle est sensible. C'est une artiste. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien? Manon s'est levée, furieuse pour moi. Et toi, tu n'as pas besoin de soutien? Quand ton chauffage est tombé en panne en plein hiver, tu as eu besoin de soutien? Quand tu as dû choisir entre payer ton dentiste et payer ton loyer, tu n'en avais pas besoin? Je me suis tue. Elle avait raison. J'avais passé les 2 dernières années à rationaliser leur comportement. J'avais transformé leur négligence en une vertu. Ma résilience. Ma force. J'avais commencé à mépriser Agathe pour sa faiblesse, mais la vérité, c'est que je l'enviais à en mourir. Pendant que Manon préparait du café, j'ai ouvert Instagram. Je n'aurais pas dû. Le premier post était d'Agathe. Une photo d'elle, prise la veille au soir, après le dîner. Elle posait dans le hall du restaurant, faisant la moue, avec la légende, encore un dîner de famille interminable. Hâte de retrouver mon petit nid parisien. Son petit nid parisien. Le studio de 300 000 € dans le 6e. Je scrollais. Des photos d'elle à Courchevel, vacances de ski bien méritées. Des photos d'un brunch à 50 € au Café de Flore, inspiration artistique. J'avais toujours regardé ces photos avec un mélange de pitié et de fierté martyrisée. Moi, au moins, je travaille. Moi, au moins, je suis réelle. Maintenant, je voyais ces photos pour ce qu'elles étaient, des reçus. Les preuves de leur vol. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché d'une main tremblante. Mademoiselle Léonie? C'est Maître Valois. L'avocat de Monsieur Armand. Sa voix était professionnelle, dénuée d'émotion. Précise. Votre grand-père est avec moi. Il souhaiterait vous voir. Aujourd'hui. À 14 h, à notre bureau à Paris. Pouvez-vous être là? J'ai regardé la pile de manuscrits. Le travail en retard. Le loyer qui tombait dans une semaine. Oui, ai-je dit, ma voix soudainement ferme. Je serai là. Très bien. Apportez le dossier. Il a raccroché. Manon m'a regardé, ses yeux pleins d'inquiétude. Faites attention, Léo. S'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de tout. J'ai un très mauvais pressentiment. Elle ne croyait pas si bien dire. J'allais découvrir que le vol n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le pire, ce n'était pas l'argent qu'ils avaient pris. C'était ce qu'ils avaient fait pour s'assurer que je ne le réclame jamais.
Le train pour Paris roulait à travers la campagne normande, grise et humide sous le ciel de novembre. J'avais pris le premier intercité de Rouen en rive droite à Saint-Lazare. Je n'avais pas ouvert le dossier. Je n'en avais pas besoin. Les souvenirs, eux, s'ouvraient tout seuls, et ils avaient soudain une signification nouvelle et horrible. Chaque cliquetis des roues sur les rails me rappelait une humiliation. Un refus. Une porte fermée au nez. Je me suis souvenu de mes 20 ans. Il y a 8 ans. J'avais une vieille Renault Twingo de 1998, que j'avais achetée avec mes économies de job d'été. C'était ma liberté. Elle me permettait d'aller à l'université et à mon travail de serveuse. Un soir, je rentrais tard. Il pleuvait des cordes. J'étais sur l'autoroute A13, quelque part près de Mantes-la-Jolie. D'un coup, un bruit métallique assourdissant. Le moteur a toussé, puis s'est tu. De la fumée blanche s'échappait du capot. J'ai réussi à me ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais seul, dans le noir, trempé, terrifié. Les camions passaient à toute allure, faisant trembler la petite voiture comme une feuille. J'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. J'ai appelé ma mère. J'étais en larmes, je n'avais pas honte de le dire. Maman, je suis en panne. Sur l'autoroute. Il pleut, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-moi. Il y a eu un long silence. Pas le silence de l'inquiétude. Le silence de l'exaspération. Léonie, franchement, sa voix était froide, distante. Tu ne peux pas être sérieuse? Tu nous déranges en plein milieu de notre dîner. Hervé, s'il te plaît, passe-moi le chablis. Il est excellent. Puis, de nouveau à moi, écoute. Tu as 20 ans. Tu n'es plus une enfant. Appelle une dépanneuse. Débrouille-toi. Tu dois apprendre à gérer tes propres problèmes. En arrière-plan, j'ai entendu le rire cristallin d'Agathe. Elle riait d'une blague que mon père venait de faire. Il dînait. Il buvait du chablis. Mais maman, je n'ai pas d'argent pour. Clic. Elle avait raccroché. Cette nuit-là, le remorquage a coûté 400 €. Le garagiste a dit que le moteur était mort. J'ai dû vider le peu d'économies que j'avais, et emprunter à des amis, juste pour la faire remorquer jusqu'à une casse. J'ai pleuré toute la nuit dans mon studio, non pas de peur, mais de honte. La honte d'être un tel fardeau. La honte d'avoir dérangé leur dîner. Le train ralentissait, entrant dans la banlieue parisienne. Un autre souvenir m'a frappé. Ma dernière année d'université. Les examens finaux approchaient. J'étais épuisée. Il me manquait 1 000 € pour payer les frais d'inscription du dernier semestre. Si je ne payais pas, je ne pouvais pas passer mes examens. Une année entière de travail perdu. J'avais trop honte d'appeler ma mère. J'ai appelé mon père. Hervé. Je pensais qu'il serait plus doux. Papa. Ma voix tremblait. Je suis tellement désolée de te demander ça. Je sais que je ne devrais pas. Mais il me manque 1 000 € pour mes frais d'inscription. Je ne peux pas passer mes examens sans ça. Je te les rendrai, c'est promis. Je travaillerai double. Il y a eu ce silence gêné que je connaissais si bien. Ce raclement de gorge. Ah. Léonie. Ma chérie. 1 000 €. C'est une sacrée somme, tu sais. Il a baissé la voix. Écoute, ta mère, eh bien, tu sais comment elle est. Elle est en train de finaliser le financement pour le nouveau cours d'équitation d'Agathe. C'est très important pour son épanouissement, tu comprends. Et ta mère pense que tu pourrais peut-être demander un prêt étudiant? Ça te responsabiliserait. Un prêt étudiant. Pour 1 000 €. Le mois précédent, ils avaient posté des photos de leur week-end spontané à Venise. D'accord, papa, ai-je dit, ma voix morte. Pas de problème. Je vais me débrouiller. J'ai raccroché. J'ai pris 3 gardes de nuit supplémentaires au carrefour où je travaillais. J'ai révisé mes examens dans la salle de pause, sentant la friture, les yeux brûlants de fatigue. J'ai réussi, de justesse. Mais j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose en chemin. Ma dignité. Assise dans ce train,
la gare Saint-Lazare se profilant à l'horizon, la colère a remplacé la honte. Je ne savais pas encore que le jour exact où j'avais supplié pour ces 1 000 euros, un virement de 15 000 euros avait été fait depuis mon compte. Destination, un concessionnaire Mercedes, pour l'acompte de la nouvelle voiture d'Agathe. Et je n'avais pas encore découvert le pire. Le sabotage. L'acte de cruauté pure qui dépassait de loin le simple vol. Il y a 6 mois, j'ai cru que ma vie allait enfin changer. J'ai cru que j'allais enfin pouvoir arrêter de survivre pour commencer à vivre. L'opportunité était tombée du ciel, ou du moins, de mon site de recherche d'emploi préféré. Gallimard. La maison d'édition mythique. Le Graal pour n'importe qui dans le monde du livre en France. Ils ouvraient un poste de correctrice-éditrice en CDI. Un contrat à durée indéterminée. Un vrai salaire. Une mutuelle. Des tickets restaurants. La sécurité. Pour moi, la reine de la précarité, c'était plus qu'un travail. C'était une porte de sortie. C'était la validation que je n'étais pas qu'une petite chose fragile, bonne à travailler dans l'ombre de son studio de Rouen. J'ai passé 2 semaines sur ma candidature. J'ai refait mon CV. J'ai écrit une lettre de motivation qui venait du cœur. J'ai envoyé le tout sans trop y croire. Contre toute attente, ils m'ont rappelé. J'ai passé le premier entretien par visio. J'ai passé le test de correction, un texte complexe truffé d'erreurs que j'ai disséqué avec une joie presque maniaque. On m'a rappelé pour un 2e entretien, à Paris cette fois. Il ne restait plus que l'entretien final, une rencontre avec la directrice des ressources humaines. Une formalité, m'avait-on dit. Je suis arrivé dans leur bureau magnifique, rue Sébastien-Bottin. La DRH était une femme élégante, la cinquantaine, l'air vif et sympathique. Nous avons parlé de littérature, de grammaire. Le courant passait bien. Puis, elle a regardé mon CV. Léonie. Je vois que vous venez de Saint-Germain-en-Laye à l'origine? C'est drôle. Mon cœur s'est emballé. Oui, mes parents y vivent toujours. Je connais un peu votre mère, Bérénice, a-t-elle dit en souriant. Nous sommes dans le même club de lecture. Le monde est petit. Elle doit être si fière de vous. J'ai rougi. J'ai pensé que c'était une chance incroyable. Un atout. Oh, oui, maman adore lire, ai-je bafouillé. L'entretien s'est terminé sur une note positive. Nous vous recontactons très vite, Léonie. C'était un plaisir. Je suis repartie de Paris sur un nuage. J'allais la voir. J'en étais sûre. J'allais avoir une vraie carrière. J'allais pouvoir, peut-être, enfin rendre mes parents fiers. 1 semaine plus tard, l'email est arrivé. Je l'ai ouvert, le cœur battant. Et il s'est brisé. Chère mademoiselle Léonie, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre maison. Cependant, bien que votre profil technique soit excellent et ait impressionné nos équipes éditoriales, j'ai arrêté de respirer. Le poste requiert une grande résistance au stress et une forte résilience face à des délais serrés. Après mûre réflexion, nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat dont le profil nous semble mieux correspondre à ses exigences de personnalité. Pas assez résiliente. Le mot m'a giflé. Moi? Pas résiliente? Moi qui jonglais avec 3 clients, des factures impayées et un radiateur cassé? Moi qui avais survécu à la 13 et aux nuits blanches de Carrefour? J'étais anéantie. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai appelé ma mère. Je pleurais. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je ne comprends pas, maman. Ils ont dit que je n'étais pas assez résiliente. Ils pensent que je suis faible. Elle a été si merveilleuse. Si douce. Oh, ma pauvre chérie. Ma pauvre petite Léonie. Viens là. Elle parlait comme si elle me prenait dans ses bras à travers le téléphone. Mais tu vois. Maman te l'avait dit. Ce monde est trop dur pour toi. Tu es trop fragile. Tu es trop sensible, ma puce. Elle a marqué une pause. Et ce n'est pas grave. C'est ce qui fait ton charme. Mais ce poste, cette pression, tu aurais fait une dépression, j'en suis sûre. C'est un mal pour un bien. Sa voix était un baume.
Reste à Rouen, ma chérie, a-t-elle conclu. C'est plus sûr pour toi. Continue tes petits contrats. C'est ce qui te convient le mieux. Maman sait ce qui est bon pour toi. Et je l'ai cru. J'ai raccroché, épuisé, mais apaisé. J'ai cru qu'elle m'avait protégé de mon propre échec. Je l'ai même remerciée, quelques jours plus tard, de si bien me connaître. Quand on y repense, c'est fou, n'est-ce pas? À quel point on peut être aveugle? Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous suspecté quelque chose? Ou auriez-vous, comme moi, juste accepté que vous n'étiez pas assez bien? Je portais encore cette croyance en ma propre fragilité, quand j'ai poussé la porte vitrée du bureau de Maître Valois. J'allais découvrir qui était vraiment la personne faible, et qui était la prédatrice qui avait saboté ma vie d'un simple coup de téléphone. La salle d'attente était silencieuse. L'odeur de la cire d'abeille sur les meubles anciens et du vieux papier flottait dans l'air. C'était un monde à des années-lumière de mon studio de Rouen. J'avais l'impression d'être une actrice dans un film, jouant un rôle que je ne comprenais pas. Mademoiselle Léonie. Entrez, je vous prie. Le bureau de Maître Valois était impressionnant. Une bibliothèque en bois sombre couvrait un mur entier. Par la haute fenêtre haussmannienne, je pouvais voir les toits de Paris. Mon grand-père Armand était assis dans un fauteuil en cuir profond, l'air fatigué mais déterminé. Je me suis assise en face d'eux. Le fameux dossier bleu était posé sur le bureau massif. Léonie, commença mon grand-père, sa voix plus douce que la veille. Merci d'être venu si vite. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Maître Valois, dit Armand. S'il vous plaît. L'avocat a chaussé ses lunettes. Il a ouvert le dossier. Sa voix était neutre, chirurgicale, ce qui rendait chaque mot encore plus brutal. Mademoiselle. Ce que votre grand-père vous a dit hier soir est l'exacte vérité. Le 15 mars 1998, 3 jours après votre 3e anniversaire, votre grand-père, Monsieur Armand, a créé une fiducie à votre nom. Il a fait une pause. Il y a déposé la somme de 3 millions d'euros. Cet argent provenait de la vente des biens de sa sœur, votre grand-tante, décédée sans enfant. Il voulait s'assurer, je cite le document, que sa première petite-fille, Léonie, ne manquerait jamais de rien et serait toujours libre de ses choix, point. Je sentais mes yeux piquer. Libre de ses choix. Vos parents, Madame Bérénice et Monsieur Hervé, ont été nommés gestionnaires de cette fiducie. Leur mandat était très clair, faire fructifier le capital et vous en transférer l'accès et le contrôle total et exclusif le jour de votre 18e anniversaire. Il a levé les yeux vers moi. C'était il y a 10 ans, Léonie. 10 ans. Mon 18e anniversaire. Je l'avais passé à faire l'inventaire de nuit au Carrefour pour me payer mon permis de conduire. Ils ne vous l'ont jamais dit, a constaté Maître Valois. Ce qui constitue déjà un abus de confiance grave. Mais ce n'est pas tout. Ils ne se sont pas contentés de le cacher. Ils l'ont activement pillé. Il a tourné la première page plastifiée. C'était un relevé bancaire. Ceci est la première transaction non autorisée. Effectuée 3 jours seulement après votre 18e anniversaire. Un virement de 500 000 euros. J'ai halté. 500 000 ? Pour rembourser intégralement l'hypothèque de leur maison à Saint-Germain-en-Laye, a précisé l'avocat. Il a tourné une autre page. Ensuite, les retraits sont devenus réguliers. Nous avons ici les frais de scolarité annuels pour l'école d'art privée de Mademoiselle Agathe. 30 000 euros par an. Depuis 5 ans. Total, 150 000 euros. Je me suis souvenu de mon père, me parlant des cours d'équitation, pour justifier le refus de mes 1 000 euros. Valois continuait, implacable. Sa voix était un marteau. Ici, un achat de 45 000 euros. Une Audi A6 au nom de Monsieur Hervé. Et là. Le plus gros morceau après l'hypothèque. Un achat immobilier. 300 000 euros. Un studio dans le 6e arrondissement de Paris, mis au nom de Mademoiselle Agathe. Il a tapoté une autre pile de papier. Sans compter les dépenses courantes. Des virements mensuels de 5 000 euros sur leur compte joint, intitulé « Frais de gestion ». Des vacances à l'île Maurice, à Courchevel. Le paiement de leur carte de crédit.
Au total, sur les 10 dernières années, vos parents ont détourné un peu moins de 2 millions d'euros. Précisément, 1 950 000 euros. Je ne pleurais pas. Je n'arrivais pas à pleurer. J'avais l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. La nausée m'a submergée. La panne sur la 13. L'Audi A6. Les 1 000 euros de frais de scolarité. Le studio à 300 000 euros. Maître Valois, ai-je réussi à dire, ma voix un filet rauque. Il y a 6 mois. J'ai postulé chez Gallimard. L'avocat a froncé les sourcils, puis a regardé mon grand-père. Armand a fermé les yeux, l'air accablé. C'est ce qui a déclenché mon enquête, a dit mon grand-père, sa voix lourde de regret. La DRH de Gallimard est une connaissance. Elle m'a appelé, par hasard, pour me dire qu'elle avait vu ma charmante fille Bérénice au club de lecture. Elle a mentionné, en passant, qu'elle avait reçu la « pauvre fille fragile » de Bérénice en entretien. Mon sang s'est glacé. Elle m'a dit, a continué Armand, que Bérénice l'avait appelée personnellement après l'entretien. Pour la prévenir. Pour lui dire que tu étais émotionnellement instable, que tu souffrais de dépression chronique et que te donner le poste serait un risque pour l'entreprise et pour ta propre santé mentale. Point. Le silence est retombé. Ce n'était pas juste un vol. C'était une destruction délibérée. Ils m'avaient volé mon argent, et pour s'assurer que je ne m'élève jamais, ils avaient saboté mon avenir. Ma vie entière, ai-je murmuré. Ma vie entière est un mensonge. Mon grand-père a posé sa main sur la mienne. Non, Léonie. Ta vie a été un combat injuste. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, nous allons riposter. Je ne le savais pas encore, mais la partie la plus sombre de ce mensonge n'était pas l'avidité de ma mère. C'était la complicité froide et calculatrice de mon père. Je suis sortie du bureau de Maître Valois comme dans un brouillard. Mon grand-père m'a tenu le bras, me guidant à travers le hall en marbre. La clameur de la rue parisienne m'a frappé comme un mur de bruit. Tout semblait irréel. Les gens qui couraient pour attraper leur bus, les couples qui riaient aux terrasses des cafés, leur monde semblait si simple, si normal. « Viens, Léonie, dit doucement Armand. Nous allons déjeuner. » Il m'a emmené dans un petit bistrot tranquille, loin de l'agitation. J'ai commandé un café, mais je n'y ai pas touché. Mes mains tremblaient trop. Je regardais la cuillère sur la soucoupe. L'Audi A6. Instable émotionnellement. Le studio d'Agathe. Trop fragile. L'hypothèque payée. Débrouille-toi. Les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image monstrueuse. Mon père, ai-je dit soudain, ma voix vide. Hervé. Il a juste laissé faire? Il a toujours été si passif. Si faible face à maman. Armand a remué son propre café, regardant le liquide noir. Léonie, dit-il gravement, c'est peut-être la partie la plus difficile à entendre pour toi. J'ai longtemps cru, comme toi, qu'Hervé était simplement faible. J'ai eu tort. Il a levé les yeux vers moi. Ta mère avait le désir, l'avidité. Mais ton père était l'ingénieur. Il était le mécanisme. Je ne comprenais pas, que veux-tu dire? Maître Valois a analysé les transactions en détail. Ta mère ne sait rien à la finance. Elle sait dépenser. C'est ton père qui a tout orchestré. N'oublie pas son métier. Agent d'assurance, gestionnaire de patrimoine, il sait comment l'argent fonctionne. Il s'est penché en avant. Il n'a pas seulement fait des virements. C'eût été trop simple, la banque aurait donné l'alerte. Non. Il a rincé l'argent. Il l'a fait passer par des contrats d'assurance vie complexes, des comptes-titres, des sociétés civiles immobilières. Il a fait des arbitrages, des rachats partiels programmés. Il a noyé les détournements sous un jargon technique pour qu'ils ressemblent à des frais de gestion et à des investissements stratégiques. Il a menti à la banque et à l'administration fiscale pendant 10 ans. Le choc m'a coupé le souffle. Mon père. Le silencieux Hervé. L'homme qui hochait toujours la tête en lisant son journal, qui évitait les conflits à tout prix. Il n'était pas faible. Il était le cerveau. Il était le criminel calculateur.
Tous ces moments où il me regardait avec cet air de pitié, quand ma mère me refusait de l'aide? Ce n'était pas de la pitié pour moi. C'était de la culpabilité. Ou peut-être juste la peur d'être découvert. Ils ont pris près de 2 millions d'euros, a repris mon grand-père. Il reste environ 1 million d'euros sur la fiducie, que Maître Valois a immédiatement fait geler dès que j'ai eu mes soupçons. Ils ne peuvent plus y toucher un centime. Il a posé sa tasse. Maintenant, c'est à toi de décider, Léonie. Nous avons 2 options. Lesquelles? La première, les poursuites pénales. Le dossier est en béton. Détournement de fonds sur personnes vulnérables car c'est ce que tu étais légalement quand ils ont commencé, abus de confiance aggravé, faux et usage de faux. Ils iraient en prison. Plusieurs années. L'image de mes parents, en uniforme de prisonnier, m'a traversé l'esprit. Étrangement, cela ne m'a procuré aucune satisfaction. Juste un vide froid. Et la deuxième option? Une confrontation. Un accord civil. Nous les convoquons, nous leur présentons les faits. Ils te rendent le million restant sans condition, signent une reconnaissance de dette pour les 2 millions volés même s'ils ne les rembourseront jamais entièrement et ils disparaissent de ta vie. C'est plus rapide. C'est moins public. Mais c'est moins juste. Je suis restée silencieuse. La justice, c'était la prison. Mais qu'est-ce que cela allait me rendre? Mon passé? Ma confiance? J'ai repensé à l'email de Gallimard. Homo, fragile. Au ton de ma mère au téléphone, si doux, si protecteur, si faux. J'ai repensé à la voix d'Agathe riant sur la 13. La prison était trop facile. C'était une punition abstraite. Je voulais quelque chose de différent. La honte que j'avais portée pendant 28 ans s'est évaporée, remplacée par une colère froide, dure comme l'acier. Non, ai-je dit. Ma propre voix m'a surprise. Elle ne tremblait plus. Pas la prison. Pas encore. J'ai levé les yeux vers mon grand-père. Je veux une réunion. Je veux qu'il s'assoie en face de moi. Je veux qu'il me regarde dans les yeux pendant que Maître Valois leur lit, ligne par ligne, ce qu'ils ont fait. Je veux qu'il m'explique. Je veux qu'il voie que la fille, fragile, n'existe plus. Armand a hoché la tête, un lent et fier sourire s'esquissant sur son visage. Je pensais que tu dirais ça. Jeudi, a-t-il dit. À 14 heures. Au bureau de l'avocat. Maître Valois va les convoquer. Ils viendront. Ils auront trop peur de ne pas venir. Je ne savais pas si j'aurais la force d'aller jusqu'au bout. Mais je savais une chose, la Léonie qu'ils avaient méthodiquement détruite était morte. Et ils allaient rencontrer celle qui avait pris sa place. Les jours qui ont précédé le jeudi ont été les plus longs de ma vie. Je suis retournée à Rouen, mais je n'ai pas travaillé. Je suis restée chez Manon. Je n'arrivais pas à être seule dans mon studio. Chaque objet me rappelait ma pauvreté, une pauvreté fabriquée. Manon a été incroyable. Elle ne m'a pas traitée comme une victime. Elle m'a traitée comme une soldate qui se préparait au combat. Tu n'es pas fragile, Léo, m'a-t-elle répété, comme un mantra. Tu es une guerrière. Tu as survécu à 28 ans de leur manipulation. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Maintenant, va récupérer ce qui t'appartient. Jeudi, 14 heures. J'étais de retour dans la salle de conférence, au sommet de l'immeuble haussmannien. J'avais mis ma robe la plus simple, mais la plus stricte. J'avais attaché mes cheveux en un chignon serré. Je n'étais pas venue pour pleurer. J'étais venue pour assister à une exécution. J'étais assise à côté de mon grand-père et de Maître Valois. Le grand écran de projection était allumé, vide. En face de nous, 3 chaises vides. À 14h02, la porte s'est ouverte. Ils sont entrés. Ma mère, Bérénice, en premier. Elle était habillée comme pour une réception, tailleur Chanel impeccable, menton haut. Elle a balayé la salle du regard, m'ignorant, pour foudroyer mon grand-père. Mon père, Hervé, la suivait comme une ombre. Il était gris. Il avait vieilli de 10 ans en quelques jours. Il n'a pas levé les yeux. Et derrière eux, Agathe. Elle était sur son téléphone, l'air profondément ennuyé, comme si on la dérangeait en pleine séance de shopping.
Armand, a commencé ma mère d'une voix forte, tentant de prendre le contrôle. C'est absolument ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Tu nous convoques comme des criminels? Tu écoutes les délires de cette fille? Tu sais très bien qu'elle est fragile, qu'elle invente des choses. Tu veux détruire ta propre famille? Mon grand-père n'a pas répondu. Il a fait un signe de tête à maître Valois. Asseyez-vous, s'il vous plaît, a dit l'avocat d'une voix polaire. Je ne vois pas pourquoi je... Asseyez-vous. Le ton était sans appel. L'autorité avait changé de camp. Ma mère, surprise, s'est assise. Hervé s'est effondré sur sa chaise. Agathe s'est affalée en soupirant. Maître Valois n'a pas perdu de temps. Il a appuyé sur un bouton de sa télécommande. Le projecteur s'est allumé. Ce n'étaient pas des mots. C'étaient des chiffres. Des relevés bancaires. Des signatures numérisées. Madame Bérénice, Monsieur Hervé, a commencé l'avocat, sa voix résonnant dans le silence. Nous sommes ici pour discuter de la gestion frauduleuse de la fiducie de Mademoiselle Léonie. Nous n'allons pas débattre. Nous allons constater. Slide suivant. Virement de 500 000 €. Daté du 10 avril 2010. 3 jours après le 18e anniversaire de votre fille. Motif, remboursement d'hypothèque. Signature, Bérénice et Hervé. Le visage de ma mère est devenu blanc. C'était un investissement, a bafouillé Hervé, sa voix faible. Pour la famille, pour sécuriser le patrimoine. Le patrimoine de qui, Monsieur Hervé, a rétorqué Valois. Slide suivant. Virements annuels de 30 000 € à l'école Penningen. Total, 150 000 €. Agathe a levé les yeux de son téléphone. Quoi? C'est mes études, ça. Payé par la fiducie de votre sœur, a précisé Valois. Slide suivant. Achat d'une Audi A6. 45 000 €. Au nom de Monsieur Hervé. Slide suivant. Achat d'un studio, 300 000 €. Paris 6e. Au nom de Mademoiselle Agathe. Ma mère a retrouvé sa voix. Une voix aiguë, sifflante. Mais c'est de l'argent de la famille. Nous l'avons géré. C'est ce que font les parents. Nous avons maintenu notre statut. Léonie, avec sa petite vie misérable à Rouen, qu'est-ce qu'elle y comprend? Elle aurait tout gaspillé. C'était mon tour. Je me suis levée. Lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai pris la feuille que j'avais imprimée. L'email de Gallimard. Je l'ai fait glisser sur la longue table en acajou. Elle s'est arrêtée juste devant ma mère. Mon statut, ai-je demandé. Ma voix ne tremblait pas, ma petite vie? Lis-le, maman. Elle a baissé les yeux, a lu les mots, pas assez résiliente. Est-ce que ça fait partie du statut familial, maman? D'appeler la DRH de Gallimard pour leur dire que ta propre fille est instable et trop fragile pour un travail? Est-ce que c'était pour me protéger, ou pour t'assurer que je resterais toujours la petite chose, pauvre et reconnaissante de Rouen, celle qui ne viendrait jamais réclamer son dû? Le silence qui a suivi était total. Mon père, Hervé, a mis sa tête entre ses mains et a commencé à sangloter. Des petits bruits étouffés, pathétiques. Ma mère m'a regardé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ce qu'il y avait derrière le masque de la mère parfaite. Il n'y avait pas de remords. Pas de tristesse. Juste de la haine. Une haine pure, glaciale. La haine d'avoir été découverte. J'avais gagné. Ils étaient brisés. Je pensais que c'était fini. Mais j'avais oublié Agathe. Et j'avais sous-estimé la profondeur du poison qu'il lui avait injecté pendant 23 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le seul son dans la pièce était le sanglot étouffé de mon père. Ma mère me fusillait du regard, vaincue mais toujours venimeuse. J'avais gagné. La vérité était là, exposée sur un écran géant. J'allais pouvoir récupérer ce qui restait de ma vie.
Et puis, Agathe s'est levée. Elle n'avait pas l'air choquée par les révélations. Elle n'avait pas l'air coupable d'avoir vécu grâce à l'argent volé à sa sœur. Elle avait l'air furieuse. Mais sa fureur n'était pas dirigée contre mes parents. Elle était dirigée contre moi. Elle a ri. Un rire sec, méprisant, qui m'a glacé le sang. Mon Dieu, dit-elle en secouant la tête. C'est donc ça. Tout ce drame, pour de l'argent. Elle s'est tournée vers mon grand-père. C'est de ta faute. Tu débarques de nulle part et tu détruis tout. Tu détruis notre famille. Agathe, commença Armand, sa voix un avertissement. Il s'agit de l'argent de ta sœur. De l'argent qu'on lui a volé. L'argent de ma sœur, elle a éclaté de rire, un son aigu et désagréable. Elle s'est enfin tournée vers moi. Ses yeux, que j'avais toujours trouvés si jolis, si pleins de vie, étaient durs comme de la pierre. Tu es tellement égoïste, Léonie. Tellement pathétique. Tellement petite. Elle a fait un geste ample, englobant la vue de Paris par la fenêtre. Tu n'as absolument aucune idée de ce que c'est. De ce qu'il faut faire pour exister dans ce monde. Papa et maman ont travaillé si dur. Travailler dur, ai-je répété, incrédule. Oui. Travailler dur. Pour maintenir notre image. Pour que nous ayons une place. Pour que je puisse aller dans les bonnes écoles, rencontrer les bonnes personnes. Et toi, pendant ce temps, tu faisais quoi? Tu te cachais dans ton trou-plan à Rouen, tu comptais tes centimes comme une misérable et tu nous jugeais. J'étais tellement abasourdie que les mots ne venaient pas. Cet argent, a-t-elle continué, se rapprochant de la table, ses jointures blanches à force de serrer les poings. Ils ne l'ont pas volé, espèce d'idiote. Ils l'ont investi. Ils l'ont utilisé intelligemment. Mon appartement, ce n'est pas un caprice, c'est un asset. C'est un investissement immobilier dans le quartier le plus cher de Paris. Mes études, ce n'est pas un jeu, c'est un investissement culturel. La voiture de papa, c'est nécessaire pour son travail, pour son statut. Et moi, ai-je enfin réussi à articuler, ma voix un filet. Et ma panne sur la 13? Et mes 1000 € pour l'université? Elle a levé les yeux au ciel avec une exaspération si théâtrale qu'elle en était grotesque. Oh, arrête avec tes histoires tristes. On s'en fiche. Tu crois que ça intéresse qui? Tu as toujours adoré être la victime, Léonie. C'est ton identité. Ça te donne une excuse pour ta vie médiocre. Elle s'est penchée vers moi, son visage déformé par le mépris. Si on t'avait donné cet argent à tes 18 ans, qu'est-ce que tu en aurais fait? Tu l'aurais gaspillé. Tu l'aurais mis dans un livret à la banque. Tu aurais acheté des pulls moches en laine bio et des tas de livres inutiles. Elle a frappé la table du poing. Tu devrais nous remercier. Tu devrais remercier papa et maman d'avoir utilisé cet argent sagement, pour le bien de la famille. Parce que, crois-le ou non, tu faisais partie de cette famille, même si tu faisais tout pour ne pas en avoir l'air. Le silence qui a suivi était pire que tout. Ce n'était pas juste Agathe qui parlait. C'était ma mère. C'était mon père. C'était 20 ans de lavage de cerveau. 20 ans à lui répéter qu'elle était le soleil autour duquel tout devait tourner, et que j'étais, au mieux, une lune lointaine et sans importance. Il n'avait pas seulement volé mon argent. Ils n'avaient pas seulement saboté ma carrière. Ils avaient empoisonné mon unique sœur. Ils lui avaient appris à me mépriser pour la pauvreté qu'ils avaient eux-mêmes créée pour moi. C'était plus douloureux que les millions. C'était plus douloureux que le vol. L'argent, je pouvais le récupérer. Mais ça, c'était ma sœur. Et il me l'avait prise. Définitivement. J'ai regardé Maître Valois. Il était impassible, mais ses lèvres étaient pincées de dégoût. J'ai regardé mon grand-père. Son visage était un masque de fureur contenue. Alors que j'étais assise là, anéantie par cette haine, je ne savais pas que le spectacle n'était pas terminé. Ils avaient encore une dernière carte, un dernier coup bas à jouer. Ils allaient essayer de tout renverser. Ils allaient essayer de me faire passer pour la criminelle. Après la tirade odieuse d'Agathe, l'ambiance était devenue irrespirable. Ma mère la regardait avec une fierté évidente. Mon père, lui, semblait s'être encore plus enfoncé dans sa chaise,
comme s'il voulait disparaître. Maître Valois a repris la parole comme si rien ne s'était passé. Sa froideur professionnelle était l'arme la plus efficace. Bien, dit-il en rassemblant des papiers. Maintenant que les sentiments ont été exprimés, passons à l'accord de sortie. Il a fait glisser 3 documents identiques sur la table en acajou, un devant chaque membre de ma famille. C'est très simple, dit-il. Vous avez devant vous une transaction. Vous signez ici, reconnaissant avoir détourné la somme de 1 950 000 € de la fiducie de mademoiselle Léonie. Vous signez ici, renonçant irrévocablement à tout contrôle présent ou futur sur le million d'euros restant. Vous signez ici, autorisant le transfert immédiat de ce solde sur le compte de mademoiselle Léonie. Il a sorti un dernier document. Et vous signez ici. Une reconnaissance de dette solidaire pour la somme détournée, remboursable sur demande. Ma mère a blêmi. Une reconnaissance de dette? Mais c'est impossible. Nous n'avons pas cet argent. Nous l'avons investi. C'est exact, a dit Valois, impassible. Mais ce document nous donne le droit de saisir vos biens si nous le jugeons nécessaire. Y compris la maison de Saint-Germain-en-Laye et l'appartement du 6e arrondissement. Agathe a poussé un cri aigu. Mon appartement? Vous ne pouvez pas. Il est à moi. Il a été acheté avec de l'argent volé, mademoiselle, a rétorqué Valois. Il n'est légalement pas à vous. C'est mon grand-père qui a parlé, sa voix un grondement. C'est ça, ou les poursuites pénales. Immédiatement. Je donne l'appel au procureur de la République dans les 10 minutes. Choisissez. La menace était claire. La prison. La honte publique. La ruine totale. Mon père, Hervé, n'a pas attendu une seconde de plus. Il a attrapé le stylo, sa main tremblant si fort qu'il a à peine réussi à signer. Il a poussé les documents vers ma mère. Bérénice m'a regardé. Ses yeux lançaient des éclairs. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Elle a arraché le stylo des mains de mon père et a signé, sa signature rageuse déchirant presque le papier. Agathe, réalisant que son appartement était en jeu, a signé aussi, les larmes de rage coulant sur ses joues. Puis elle s'est levée d'un bond et est sortie de la pièce en claquant la porte. Mes parents l'ont suivie sans un mot. Hervé, voûté. Bérénice, droite comme un i, vaincue mais sans remords. La porte s'est refermée. C'était fini. J'avais gagné. Je suis rentrée à Rouen. J'ai dormi pendant 24 heures d'un sommeil de plomb. Les jours suivants, j'ai commencé à respirer. Le transfert du million restant a été effectué. J'ai regardé le chiffre sur mon compte bancaire. Il me semblait irréel. J'ai commencé à regarder les annonces pour un appartement un peu plus grand. J'ai commencé à penser à l'avenir. Puis, 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Maître Valois. Son ton était plus calme. Il était urgent. Léonie. Ils ont contre-attaqué. Ils sont plus vicieux que je ne le pensais. Mon cœur s'est arrêté. Comment ça? Ils ont signé. Ils ont déposé une requête d'urgence au tribunal. Ils demandent la mise sous tutelle de votre grand-père. Quoi? Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ils affirment que Monsieur Armand souffre de démence sénile. Ils ont un certificat d'un médecin de complaisance. Ils prétendent que vous, Léonie, vous profitez de son incapacité mentale pour lui extorquer de l'argent. Ils disent que vous l'avez manipulé pour voler l'héritage familial. Ils veulent faire annuler l'accord et vous faire accuser d'abus de faiblesse sur personne âgée. C'était diabolique. C'était brillant, dans son horreur. Ils n'essayaient pas seulement de sauver l'argent. Ils essayaient de m'envoyer en prison, de me faire passer pour la criminelle, et de détruire la réputation et la liberté de mon grand-père. Mon Dieu, ai-je murmuré, tombant sur ma chaise. Ils vont le faire, ils vont gagner. Ils mentent si bien. J'ai entendu un rire sec à l'autre bout du fil. Ce n'était pas Valois. C'était mon grand-père, qui était en haut-parleur. Léonie, a dit Armand, sa voix amusée. Respire. Ils pensent que je suis vieux, mais ils oublient que je ne suis pas stupide. Ils sont tombés droit dans le piège que Valois et moi leur avions tendu. Quel piège?
Valois, a dit mon grand-père. Envoyez-leur les dossiers. Maître Valois a repris la parole, un sourire évident dans la voix. Vos parents sont des amateurs, Léonie. Voici ce qu'ils ignorent. 1. Votre grand-père a passé une évaluation de compétences mentales complète il y a 3 semaines, dès qu'il a eu les premiers soupçons. Il est certifié 100% sain d'esprit par un expert judiciaire assermenté. Mon souffle est revenu. 2. L'intégralité de la « confrontation » de jeudi a été enregistrée. Audio et vidéo. Avec le consentement de tous, indiqué par le panneau à l'entrée de la salle de conférence. Leurs aveux, les menaces de votre mère, la tirade haineuse de votre sœur, tout est là. Et 3. A ajouté mon grand-père, le meilleur pour la fin. Votre père, Hervé, a paniqué après le dîner d'anniversaire. Le lundi matin, avant la confrontation, il a tenté de transférer 50 000 € de la fiducie gelée vers un compte offshore à son nom. Une tentative que la banque, déjà alertée par Maître Valois, a évidemment bloquée et documentée. C'était un échec et mat. J'ai envoyé ces 3 pièces à leur avocat il y a 10 minutes, a dit Valois. J'attends son appel avec impatience. L'appel n'a pas tardé. J'étais encore en ligne. Valois l'a pris. Nous avons entendu l'avocat de mes parents bégayer, s'excuser, dire qu'il y avait eu un terrible malentendu, et qu'il retirait la requête immédiatement. C'est terminé, Léonie, a dit mon grand-père. Cette fois, c'est vraiment terminé. La guerre était gagnée. La justice avait prévalu. Mais alors que je raccrochais, une question étrange s'est posée. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire de la paix ? 6 mois ont passé depuis ce dernier coup de fil. 6 mois de silence. Je n'habite plus à Rouen. La ville était devenue trop petite, trop pleine de fantômes. Les murs de mon studio me rappelaient trop la Léonie d'avant, la fille qui comptait ses centimes et qui s'excusait d'exister. L'argent est arrivé sur mon compte. Le 1 million d'euros restant. Pendant une semaine, je n'ai fait que regarder le chiffre sur mon application bancaire. Il me semblait irréel, comme de l'argent de Monopoly. Il ne représentait pas la richesse. Il représentait la liberté. J'ai fait mes valises. J'ai donné mes vieux meubles à une association. J'ai pris un train et je suis parti vers le sud. J'ai choisi Lyon. Ni l'agitation frénétique de Paris, ni la grisaille mélancolique de Rouen. Une ville à taille humaine, pleine d'histoire, de bonne nourriture, et de nouvelles rues où personne ne connaissait mon nom. Avec une partie de l'argent, j'ai acheté un petit appartement lumineux sur les pentes de la Croix-Rousse. Ce n'est pas un palace. Il y a 2 pièces, un petit balcon, et une vue sur les toits de la ville. Le soleil entre le matin. Il est à moi. Payé en totalité. La première nuit, j'ai dormi par terre sur un matelas pneumatique, et j'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. La première chose que j'ai faite a été de rembourser le prêt étudiant de Manon. Elle a pleuré, a refusé, a dit que c'était stupide. Je lui ai dit que c'était la chose la moins stupide que j'avais jamais faite. Elle viendra me voir le mois prochain. Je travaille toujours. Je suis toujours correctrice. Mais ce n'est plus pareil. J'ai créé ma propre petite entreprise, Les mots justes. J'ai un site web professionnel. Je choisis mes clients. Je choisis mes horaires. Je travaille par passion, plus par désespoir. La semaine dernière, j'ai refusé de travailler pour un client qui était impoli et condescendant. Le luxe suprême. J'ai aussi pris une mutuelle, la plus chère, celle qui couvre tout, même les dents. C'est peut-être ça, la vraie richesse. Quant à eux, mes parents et Agathe, je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes. Maître Valois m'a tenu informé. La reconnaissance de dette les a obligés à vendre. Ils ont dû vendre la magnifique maison de Saint-Germain-en-Laye. Ils ont dû vendre le studio d'Agathe dans le 6e. Avec le produit de la vente, ils ont remboursé une petite partie de ce qu'ils me devaient. Pas tout. Loin de là. Mais assez pour me montrer qu'ils avaient tout perdu. Je ne sais pas où ils sont partis. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais même pas s'ils sont encore ensemble. Et la chose la plus étrange est que, cela m'est égal. Je ne ressens pas de haine. Je ne ressens pas de colère. Je ne ressens même pas de tristesse.
Je ressens juste du vide. Un vide paisible. La fin d'une histoire qui n'aurait jamais dû être la mienne. La fin d'une dette que ce n'était pas à moi de payer. Mon grand-père est venu me voir à Lyon le mois dernier. Nous avons marché dans le parc de la Tête d'Or. L'air était vif, les arbres commençaient à prendre leur couleur d'automne. Il s'est arrêté et m'a regardé, ses yeux plissés par le soleil. Je suis tellement désolée, Léonie, m'a-t-il dit doucement. J'aurais dû voir. J'aurais dû savoir ce que ma propre fille était capable de faire. Pendant toutes ces années, j'ai confondu ton silence avec du contentement. Je pensais que tu étais heureuse dans ta petite vie, point. Je me suis arrêtée et je lui ai souri. Un vrai sourire, qui venait du cœur. Ce n'était pas du contentement, grand-père. C'était de la honte. Je pensais que j'étais le problème. Je pensais que j'étais trop fragile, point. J'ai pris une grande inspiration. Maintenant, la honte est partie. Et eux, a-t-il demandé. Ils ne font plus partie de ma vie, ai-je répondu. Ma famille, maintenant, c'est toi. C'est Manon. Ce sont les gens qui disent la vérité, même quand elle fait mal. J'ai appris que l'acte d'amour de soi le plus puissant est parfois de couper les ponts. De choisir de partir, non pas par haine, mais parce qu'on refuse de continuer à être la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. Si vous avez vécu quelque chose de semblable, si vous avez dû vous éloigner de personnes qui auraient dû prendre soin de vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre histoire compte. Vos limites comptent. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, si vous le souhaitez. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Parce que la vérité, même si elle est douloureuse, a toujours besoin d'être entendue. Merci de m'avoir écouté.